Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Transport aérien, Robin Kili critique le déséquilibre salarial à la Camerco. Le ministre des Transports déplore également les dépenses inutiles qui ont cours à la compagnie nationale aérienne du Cameroun. Des remarques faites ce jour lors de la cérémonie d'installation du directeur général adjoint de la compagnie. La Cameroun Airlines Corporation, 2 ans après son lancement, tarde à prendre de l'altitude. Qu'est-ce qui fait problème? Tentative de décryptage en deuxième partie de ce journal. Et puis suspension de la FECAFOOT, René Emmanuel Sadi commis d'urgence à Zurich pour plaider la cause du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qu'accompagne Doumgaroua, a pour mission d'obtenir la levée de la suspension de la FECAFOOT auprès de la FIFA. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. La compagnie nationale aérienne Camerco a un nouveau directeur général adjoint. Frédéric Beto Edimo a été installé dans ses fonctions par le ministre des Transports. Robert Nkili a prescrit une nouvelle feuille de route pour sortir cette entreprise de son lourd endettement, non sans déplorer la gabegie, mais également les dépenses inutiles au sein de cette compagnie. Autant de mots qui font voler la Camerco à basse altitude dans un ciel fortement concurrentiel. Les précisions avec Séverin Tchouban et Jean-Paul Chignat. À écouter le ministre Robert Kili, Camerco serait à 2 doigts du gouffre pour son lourd endettement en plusieurs milliards de francs CFA. Pour le patron des transports, l'État du Cameroun est fatigué de perfuser cette entreprise avec les fonds publics. Camerco doit désormais générer des bénéfices et assumer toutes ses obligations. Robin Kili préconise un plan de sortie de crise financière. Pourquoi des contrats faramineux qui n'ont pratiquement pas de justification? Pourquoi aller vers des dépenses de prestige? L'équipe dirigeante de Camerco doit prioriser l'exploitation des lignes domestiques et sous-régionales avérées rentables, reconquérir la confiance des passagers camerounais par une régularité des vols et le respect des horaires d'embarquement. Nous avions un plan au début, mais on constate qu'il y a trop d'argent qu'on met là-dedans, simplement parce que le management n'était pas de qualité. Installé dans sa fonction le directeur général adjoint, le copilote Mboto Edimo a pour mission de recadrer le plan de vol et améliorer le service à bord, au dire de Robin Kili. Nous sommes chez nous, il faut que ça marche ailleurs, il n'y a pas de génie à cela. C'est nous qui devons créer le génie et à travers le génie nous allons produire des miracles. En tout cas, je suis confiant que ça va marcher. Autre chantier d'urgence pour l'apaisement du climat au sein de cette entreprise, le dialogue social en péril entre dirigeants et employés. Il faut examiner tout cela, les problèmes de salaire des personnels, etc. Proposer au gouvernement des solutions à tous ces problèmes connus. Au lieu que chaque fois on se retrouve en disant, voilà, on va examiner et on n'avance pas. Depuis son vol inaugural en mars 2011, Camerco a de gros plans dans ses ailes. Recruté il y a 7 mois, Mathis Borsen peine à faire décoller l'entreprise dans un ciel fortement concurrentiel. Mboto Edimo aura-t-il dans ses nouvelles fonctions les coudées franches pour impulser sa vision de technocrate dans une compagnie où groupes de pression se battent pour préserver intérêt personnel au détriment de l'intérêt national? Toujours lors de cette cérémonie d'installation du directeur général adjoint, on a abordé la question de l'acquisition des avions chinois au profit de la Camerco. Eh bien, pour le ministre Robert Nkili, l'achat de ces aéronefs a été fait sur instruction du président Paul Biya. Une offre boudée par des cadres de la Camerco. Retrouvons une fois de plus Séverin Tchouban et Jean-Paul Chignat. Au cours de la cérémonie d'installation du nouveau directeur général adjoint de Camerco, la presse reste pendue aux lèvres de Robin Kili sur l'acquisition controversée des avions chinois. Le ministre des Transports laisse entendre que c'est sur instruction de Paul Biya que l'État du Cameroun a décidé d'acheter ces aéronefs chinois au bénéfice de sa compagnie nationale aérienne, Camerco. Le ministère des Finances, qui est le propriétaire de l'avion, a déjà saisi Camerco pour que Camerco remplisse un certain nombre de documents. J'ai demandé au directeur général hier de les remplir très rapidement pour que ces documents rentrent aux finances et que les finances les envoient à l'autorité aéronautique. Depuis l'annonce du vol des avions chinois dans la flotte nationale, les dirigeants de Camerco boudent cette offre publique pour n'avoir pas été associés à l'achat de ces appareils jugés dangereux. Le directeur commercial de Camerco ne cache pas son pessimisme pour le ciel qui s'assombrit sur l'avenir de l'entreprise. L'offre entre le Cameroun et l'Europe n'est pas du tout la même que l'année dernière.
Et on a en particulier la compagnie turque qui a des moyens effectivement illimités pour faire de la promotion et qui a pris, en fait d'après les informations que j'ai, plus de 50% du marché en quelques mois, entre le Cameroun et l'Europe. Plus de 50% du marché. Le syndicat des travailleurs du transport aérien est très amer sur les préférences des dirigeants de Camerco à privilégier la location des avions au détriment d'une acquisition définitive. Ces avions sont fiables, il y a déjà un qui vole ici. Et puis le président de la République, qui est l'employeur, a déjà pris l'option de ces avions. Qu'ils les aiment ou pas, ces avions seront là. Ils n'auront pas l'occasion de faire encore le leasing. Voleront ou ne voleront pas dans la flotte de Camerco, le feuilleton des avions chinois est loin d'avoir livré tous ses secrets. Eh bien, l'on note plus de 2 ans après le lancement de la Camerco, eh bien, cette compagnie nationale tarde à prendre son envol. Qu'est-ce qui fait problème? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. La suite, c'est en politique. On parle des législatives et municipales 2013. Aucune candidature sur la table des différentes antennes d'Elections Cameroun dans le département d'Umfundi, ce à 24 heures de la date butoir du dépôt des dossiers. Voici à présent l'ambiance telle que vécue dans quelques démembrements d'Elections Cameroun à Yaoundé par Yannick Bazoua. C'est une ambiance des jours et moments ordinaires qui règnent au siège d'Elections Cameroun. Les allées et venues au sein du bâtiment ne laissent aucunement paraître une quelconque tension des dernières heures. Et pourtant, le siège est à 24 heures de clôture de l'opération de recevabilité des dossiers de candidature des formations politiques. Dossiers de candidature comptant pour les élections municipales et législatives. Au cours d'une rencontre avec quelques hommes de médias, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, Samuel Fonkam Azou, a déclaré qu'aucune candidature n'a encore été déposée dans ses services. Joint au téléphone, quelques formations politiques, à l'instar du SDF, de l'UNDP, de l'UDC et du MRC, comptent déposer leur dossier de candidature ce mercredi, dernier jour de dépôt. Pour l'instant, ont-ils déclaré, l'heure est au dernier réglage. Pendant ce temps, à Elections Cameroun, tout est fin prêt pour recevoir les différents dossiers de candidature. Ces différentes consignes collées à l'entrée d'Elections Cameroun devront probablement attendre le dernier jour pour servir et valoir de droit. Eh bien, à quelques heures de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature aux législatives et municipales, ce n'est pas la grande sérénité que l'on note. On observe dans les rangs du RDPC, eh bien, le parti au pouvoir n'a cessé d'étaler ses dissensions au grand jour, à l'ouest, au littoral et même dans le sud. Le consensus prôné par le sommet semble voler en éclats. Serge Alaoutou. Jean Tabimanga, le président de la commission communale de supervision des investitures pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Vouri-Ouest, ne s'attendait pas à voir des militants de son parti crier leur colère devant la sous-préfecture de Douala 4e le 15 juillet dernier. La tête de liste qu'on a mis pour les législatives ne nous arrange pas. Cette liste-là va nous faire jouer, ça ne peut pas nous faire passer. Dans un exécutif communal dominé depuis 2007 par le Social Democratic Front, les militants RDPC Vouri-Ouest refusent de voir leur liste conduire par une liste inconnue d'après eux. Toute chose qui pourrait permettre au maire SDF de Douala 4e, John Danlé Koumazé, de rempiler dans la région de l'Ouest. Et c'est sur les hauteurs de Baham que le RDPC a monté un ring de boxe. À l'affiche, ce 9 juin, Augustin Conchoukomeni et un certain Kamdem, le secrétaire général RDPC des Hauts-Plateaux. L'ancien ministre d'État venu superviser les investitures dans son département d'origine ne va pas supporter le fait que le secrétaire général, ci-devant bénéficiaire du titre de Munkam, c'est-à-dire notable de haut rang, lui rappelle que lui et son épouse devraient d'abord vider leur contentieux avec les tribunaux dans l'affaire où ils sont impliqués. Cette impertinence vaudra au notable une bonne claque. Informé de la situation, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kieté, mettra un terme à la mission de Augustin Conchoukomeni dans les Hauts-Plateaux, appelé à conduire les mêmes opérations dans le Septentrion et cette fois dans le Mayokani. L'ex-ministre a tout perdu. Non seulement il n'est plus que simple spectateur
du processus conduisant au double scrutin du 30 septembre prochain, mais plus grave encore, la liste qu'il tenait à imposer, à savoir celle de son épouse, a été tout simplement écartée. La suite du journal, on parle du difficile accès des personnes handicapées aux édifices publics. L'on remarque que la plupart de ces bâtiments ne disposent pas d'issue aménagée pour cette catégorie sociale, toute chose qui rend difficile leur quotidien. Yannick Mazoua, reportage. Théodore Ngué coule toutes les sueurs du monde pour accéder à un édifice public ou privé. En ce qui me concerne, les difficultés majeures que je rencontre sont liées justement à l'accessibilité aux infrastructures publiques, à l'accessibilité aux édifices publics. Vous pouvez rendre le train gratuit pour une personne handicapée. Mais si la personne n'a même pas la possibilité d'accéder à la gare, parce qu'il y a des escaliers, vous comprendrez que c'est un avantage dont elle ne pourra pas jouir. Même calvaire pour Robert Oyonou, actuellement seul sénateur handicapé du Cameroun. Lorsque je finis mon cycle primaire en 63, où je voulais entrer au collège Macaque, le frère directeur qui est venu faire le concours dans notre département m'a fait comprendre que ce n'était pas possible parce qu'il y avait les escaliers à Macaque. Vous voyez donc que si je n'avais pas eu le courage nécessaire pour affronter ces escaliers d'une autre manière, je ne serais jamais allé à l'école. Et ce n'est pas seulement mon cas, ça a été le cas de beaucoup de frères handicapés qui n'ont pas pu faire leurs études à cause de toutes ces barrières environnementales. Qu'il soit public ou privé, aucun de ces bâtiments n'est encore conforme aux dispositions du décret portant accessibilité des personnes handicapées dans les infrastructures et édifices signé en 1990. Nous constatons que tous les établissements publics, tous les ministères qui ont été construits après 1990 n'ont jamais respecté cette circulaire et jusqu'à aujourd'hui sont inaccessibles aux personnes handicapées, tant au niveau des escaliers et du manque d'ascenseurs qu'au niveau même de la largeur des portes. L'État est donc plus que jamais interpellé à inculquer aux promoteurs immobiliers, architectes et autres acteurs du bâtiment la culture de la rampe. Notons à la suite de ce reportage de Yannick Bazoua que le gouvernement du Cameroun vient de s'approprier un guide pratique sur l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics. Une circulaire conjointe a été signée entre 4 ministères à ce sujet. Et bien sûr, les avantages liés à cette convention, voici la réaction de Catherine Bakambok, elle est ministre des Affaires sociales. Au lieu de construire un bâtiment qui ne prévoit pas l'accessibilité des personnes handicapées, dès la conception, on le prévoit. Et à ce moment, la personne handicapée n'est plus exclue. Elle peut aller à l'école, elle peut aller se soigner à l'hôpital, elle peut accéder dans les départements ministériels, elle peut accéder dans les hôtels sans problème. Et à ce moment, la personne handicapée peut donc avoir accès aux services sociaux de base. Et la personne handicapée ayant accès à l'école et tout le reste, devient donc, plutôt que d'être une charge, elle devient un agent de développement. Et du coup, nous avons des mains additionnelles pour la construction du Cameroun, pays émergent. Ça va nous accélérer justement l'atteinte de l'émergence. Surtout que les personnes handicapées regorgent en elles des potentialités énormes. Enseignement supérieur, Alex Nanfak est toujours en détention à la prison centrale de Buea. L'étudiant membre de l'ADEC a été arrêté, dit-on, sur ordre du procureur de la République. L'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun demande la libération de son membre et souhaite en même temps de rencontrer l'administration de l'université de Buea. Notons qu'Alex Nanfak s'est rendu à Buea pour s'enquérir de la rumeur qui courait sur le décès d'un étudiant en détention, toujours à la prison centrale de Buea. En éducation, après l'obtention du bac, commence une autre épreuve, celle de l'attente de la délivrance du relevé de notes ou de l'attestation de réussite. Et pour les lauréats, ils doivent parfois patienter tout le mois d'août, toute chose qui rend difficile leur administration dans les universités et grandes écoles. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Le baccalauréat, désormais en poche, c'est plein d'émotions que certains lauréats
se présentent depuis une semaine à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Ce sont les relevés de notes et l'attestation des réussites qui les font courir. Peine perdue pour ces nouveaux bacheliers qui vont repartir les mains vides et prendre le mal en patience. Aucun des documents visés ne peut être disponible avant la mi-août au plus tôt. Moi, je trouve que vraiment, ça, c'est une perte de temps pour le candidat parce qu'il y a trop de tracasseries. Déjà, même lorsque vous voulez le bordereau de réussite, on vous tracasse, on vous tourne à gauche et à droite et finalement, même vous êtes désorienté. Et ça, je crois que l'administration devrait encore y jeter un coup d'œil par rapport à cela. Une pilule très amère que les visiteurs ont du mal à digérer. Ça nous perturbe quand même parce que quand les résultats sortent, par exemple, bon, là, nous sommes tellement émoustillés, là, nous sommes tellement contents de remettre les relevés là vers mi-août, là, ça n'arrange pas beaucoup. Parce qu'il y a certains qui ont besoin de ça. Approchés, les responsables en charge de ces questions nous opposent leur indisponibilité pour cause des réunions. Mais on apprendra de la cellule de communication que l'édition du relevé de notes ou de l'attestation des réussites n'est pas une mince affaire. D'abord, parce qu'il faut attendre la fin de la publication des résultats des différents examens. Une opération qui prend carrément tout le mois de juillet. Ensuite, précise notre informateur, il faut consolider les résultats publiés à la suite des délibérations et procéder en même temps à l'examen des requêtes. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que toutes les données sont saisies, laissant le feu vert à l'édition des relevés de notes. Néanmoins, pour les cas d'urgence, par exemple, l'inscription pressante dans une université, le directeur de l'office du bac prend directement attache avec l'institution universitaire concernée. Il peut également envoyer des relevés de notes provisoires dès lors que le candidat a été déclaré admis. Mais il ne s'agit que des cas d'exception. La grande majorité des lauréats devant attendre la fin du mois d'août. Eh bien, la délivrance du relevé de notes ou encore de l'attestation de réussite ne sont pas les seuls obstacles auxquels font face ces jeunes bacheliers. Voici à présent une lauréate qui rencontre toute sa difficulté à opérer à un choix pour l'enseignement supérieur. C'est dans ce reportage de Mitterrand Dam et Viviane Kamoa. Passé l'euphorie des résultats du baccalauréat, Lynn Kémonier se heurte déjà à la difficulté de trouver un établissement universitaire capable de lui fournir une formation qui va lui permettre de réaliser le métier de ses rêves. En fait, je veux faire quoi? Contentieux, arbitrage des affaires. C'est une filière du droit pour ensuite aller faire, avec la licence pour aller faire le concours de l'UNITE et devenir diplomate plus tard. Pour trouver un établissement offrant la spécialité qu'elle recherche, cette ancienne élève du lycée bilingue de Bafoussam ne ménage aucun effort. En fait, j'avais une idée en tête, le CAC, mais vu que le concours est déjà passé, je vais sur Internet, je cherche les écoles où on fait particulièrement cette filière. Je cherche après pour aller voir après dans les écoles parce que pour l'instant, je ne connais pas encore les écoles. Cependant, l'horizon est loin d'être rayonnant. Méline garde une carte néanmoins dans sa manche. Je suis en train de chercher d'autres écoles, je peux faire ça ici au Cameroun. À Douala ou à Yaoundé, principalement, je crois que c'est là qu'on fait ça. Tout comme cette jeune bachelière venue passer ses vacances à Douala, de nombreux nouveaux bacheliers regardent vers l'avenir, craignant de faire un mauvais choix dans leur orientation universitaire. En religion, les fidèles musulmans observent depuis quelques jours le jeûne du Ramadan. Ces fidèles sont désormais tenus de manger avant le lever du soleil et après son coucher. La rupture du jeûne est perçue comme un moment de partage spirituel pour cette communauté musulmane. Le reportage de Sandrine, de Julingue plutôt, et Roméo Mbanga. À la mosquée centrale de Douala, comme dans toutes les autres mosquées à travers le pays, l'ambiance est la même. À quelques minutes de 18 h, les fidèles musulmans viennent respecter le rituel de la rupture du jeûne du Ramadan, comme le précisent les Saintes Écritures. Tout commence par la méditation sous la conduite de l'imam de la mosquée. Sitôt la prière terminée, les fidèles musulmans passent à table après avoir passé une journée sans rien se mettre sous la dent.
Dans cette famille comme ailleurs, le repas commence par un plat léger. D'abord les dates, c'est avec ça qu'on commence à casser le jeûne. Après, vous faites la prière, après on commence à manger. Il y a les fruits de pommes, il y a les fruits de plantain, avec le poulet, oui, il y a ça. Après avoir cassé le jeûne, les fidèles passent à la dégustation des plats de résistance. C'est un mois de bénédiction où le partage doit régner entre les musulmans. La solidarité. Celui qui en a, il doit aider celui qui n'en a pas. S'il y a des petites querelles entre des gens, ils doivent se réconcilier. C'est un mois de réconciliation, c'est un mois de la solidarité, c'est un mois où chacun doit tout faire pour accroître sa foi. Et comme le veut la tradition de partage dans la culture musulmane, les hommes mangent ensemble les différents mets concoctés par leurs épouses. Ce rituel va se répéter tous les soirs durant les 30 jours du jeûne du Ramadan. Le saviez-vous, un adulte a besoin d'au moins 8 heures de sommeil par jour pour garder sa forme. Et l'absence du sommeil peut nuire gravement à notre santé. Eh bien, les spécialistes recommandent à cet effet le strict respect des horaires de sommeil. Jean-Denis Peck et Julien Gué. Le sommeil joue un rôle fondamental dans l'organisme d'un être humain. Il permet à une personne adulte de se reposer et au nourrisson de bien grandir. Selon les spécialistes de la santé, chaque individu doit pratiquer une hygiène de sommeil. Ne pas dormir assez nous expose à de multiples pathologies. Une dette de sommeil va chez certaines personnes provoquer une forme de somnolence diurne. Vous voyez des gens qui s'endorment subitement pendant qu'ils sont en train de travailler ou dans une conversation, quelqu'un qui décroche et qui commence à piquer de la tête. L'anxiété et le stress sont les principales causes de troubles de sommeil. Cet homme est chauffeur de taxi. Pour se maintenir en forme, il s'organise au quotidien pour gagner quelques heures de sommeil. Non, j'ai eu l'insomnie. Bon, le docteur m'avait conseillé de dormir. Oh, mais ça, moi-même, j'avais remarqué que quand je dormais, ça diminuait tout seul. Donc, il ne faut pas, on ne vole pas le sommeil. C'est pas bien. Donc, quand je travaille, chaque midi, je fais au moins 1 heure, 2 heures. De même, cette jeune mère applique des astuces de toutes sortes pour endormir son fils de 10 mois. Alors quand il veut dormir, déjà il dérange. Oui, il dort pas avant minuit. Donc au-delà de minuit, là, je suis obligée de le bercer parce que là, ça fait que moi aussi, il me fatigue. Et en journée, il dort difficilement. Dans la journée, il faut qu'il rampe beaucoup, il joue beaucoup dans sa trottinette. Le respect des horaires de sommeil est nécessaire pour la mise en forme et la croissance. Pour un bébé qui est censé dormir 18 à 20 heures sur 24, il n'attendra pas que la nuit pour dormir. Un adolescent doit dormir entre 8 et 10 heures par jour. Un adulte avec 8 heures, 7 heures, c'est suffisant. Et le vieillard, 5 heures, c'est suffisant. De manière concrète, il est recommandé d'être détendu quand on va se coucher, éviter le stress et surtout dormir tôt, c'est-à-dire 20 heures pour les tout-petits et 22 heures maxi pour les adultes. Un accident de la route fait un mort et un blessé grave sur l'axe Bangou-Douala dans la région de l'Ouest Cameroun. Le conducteur du véhicule impliqué dans ce drame roulait à vive allure d'après les témoignages. Le récit est fait avec Andine Gagnou et Sandine Babou. Oui, c'est un corbillard. Vous savez, avec les corbillards, là, ils ont 2-3 corps à porter par semaine. Ils courent comme ça. Peut-être aller laisser un corps, ils repartent rechercher un autre corps. C'est dans ce caniveau que ce corbillard a fini sa course. De retour du village Bangou, où il s'y était rendu pour accompagner une dépouille, le chauffeur du dit véhicule, qui roulait à vive allure, était également ivre, selon des témoins. Il était sous, qu'il a bu au Carrefour Bangou. Il y a d'abord un dos d'âne avant le virage. Je me demande bien comment il a fait pour traverser ce dos d'âne-là, cette allure-là. Et après ça, il y a encore un dos d'âne là. Mais à moins de 100 mètres du dos d'âne, je me demande quelle vitesse il peut avoir. Dans sa course folle, il percute 2 personnes, dont l'une va décéder plus tard. Il a percuté un papa là, avec quelqu'un qui était sur le vélo. Après son forfait, le conducteur prend la clé des champs, abandonnant ses victimes sur le lieu du drame. Le chauffeur du véhicule, il est porté disparu. Il est porté disparu, on ne peut pas savoir là où il est, là où il s'est en allé. Un énième accident qui pose à nouveau le problème de l'incivisme et de l'imprudence de certains usagers sur nos axes routiers, surtout en cette période de départ en vacances.
Cette nouvelle brève en page étrangère, prix Nobel de la paix, Edward Snowden fait partie des nominés. L'Américain, auteur de fuites sur les activités d'espionnage américaines à travers le monde, a été proposé par le professeur de sociologie de l'université de l'UMOA et membre de l'Académie royale des sciences de Suède. Suspension de la Fédération camerounaise de football, René Emmanuel Sadi en sapeur-pompier à Zurich. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qu'accompagne son homologue du MINSEP, doit plaider la cause du Cameroun auprès de la FIFA. L'instance fêtière du football mondial, qui vient d'ailleurs de réaffirmer son soutien à Tombi Aroko, insiste par ailleurs sur la mise en place du comité de normalisation avant la levée de suspension. Marcelin Ganson. Eh bien, nous reviendrons sur cette information portant sur la suspension de la Fédération camerounaise de football avec cette délégation d'urgence qui s'est donc rendue à Zurich pour plaider la cause du Cameroun. C'est au bas de cette information que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Je vous retrouve juste après la transition et nous allons revenir sur la Camerco. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie du journal. Nous parlons de la Camerco, qui est la Cameroon Airlines Corporation, la compagnie nationale aérienne du Cameroun. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau René Bernard Ekedi. Bonsoir. Bonsoir. Il faut se noter que vous êtes syndicaliste dans le secteur des transports. Tout à fait. Et bon, voilà, vous avez, comme peut-être la plupart de ceux qui exercent dans ce secteur d'activité, assisté ce jour à l'installation du directeur général de cette compagnie aérienne. Alors, est-ce que cela revêt quelques espoirs pour l'envol de cette compagnie? Nous pouvons penser que cela revêt beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que c'est un Camerounais pétri d'expérience qui est à la tête, qui seconde le directeur général actuel. Et on avait parlé de camerounisation des postes. Voilà une camerounisation qui nous va droit au cœur. Malgré le fait qu'il occupe quand même le second rang, il n'est pas directeur général de cette structure. Mais revenons quand même, la Camerco, ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans, que cette compagnie a connu son lancement officiel. Quelle appréciation faites-vous? Mais l'appréciation, c'est celle de tout le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Camerco n'a pas encore réussi son envol. Effectivement, à partir de ce moment-là, nous disons qu'il faut du sang neuf. Voilà le sang neuf. Parce que, je regrette de le dire, son prédécesseur, certainement, avait une mission à faire qu'il n'a pas remplie. C'est pour ça que le chef de l'État a décidé de nommer quelqu'un d'autre. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'arrivée de M. Edimo. Mais on note quand même qu'il y a eu un Néerlandais, et après ce Néerlandais, un autre qui a été nommé à son poste. Mais vous parlez de la camerounisation. Comment est-ce que cette entreprise pourra véritablement prendre de l'envol alors qu'il y a toujours pas toujours des Camerounais qui sont à la tête de cette structure? Il faut dire que pour le chef de l'État, au moment où il a décidé de la liquidation de Camer, il y a eu un décret présidentiel qui orientait la façon dont la transition devait s'opérer. Tout part de là. Au départ, on n'a pas suivi cette transition. Et nous avons proposé moult solutions qui n'ont pas été entendues. On peut en avoir une idée de ces solutions proposées pour la structure, la Camerco? Il était question simplement que Camer ne cesse ses activités que lorsque Camerco devait être effectivement opérationnel. Ce qui fait donc qu'il y aurait eu une transition, il n'y aurait pas eu, ça devait se passer en 2-3 jours, comme partout ailleurs. Les ex-agents Camer pétris d'expérience allaient se retrouver directement impliqués dans ce processus.
Malheureusement, convenez avec nous qu'il y a eu des incompréhensions qui, à la limite, ont fait que Camer a fermé et peut-être 3, 4, 5 ans plus tard, Camerco démarrera. À partir de ce moment, on observe ce que nous observons. Alors, mais on remarque également que dans l'article 7 de ce décret qui porte la création de la Cameco en 2006, il est clairement dit qu'aucun actif de la défunte Camer n'est transféré à Cameco dans le cadre de la constitution de son capital et même de son bilan d'ouverture. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que l'ancien directeur n'a fait que respecter cet article-là? Nous ne pouvons pas penser comme ça. L'ancien directeur général, Van Elk, oui, Van Elk, devait aussi se baser sur l'article 8. Vous lisez l'article 7, qui est contraignant, mais l'article 8, qu'est-ce qu'il disait? Le démarrage effectif de la Cameco pour le recrutement devra se faire obligatoirement en prenant en compte l'expérience des ex-agents Camer. C'est eux qui devaient être recrutés avant tout autre recrutement, ce qui n'a pas été fait. Et vous savez, pour créer Camer, on a dû s'appuyer sur l'expérience des ex-agents de Air Afrique. C'est ça qui a donné cette dynamique qui a fait que Camer est parti sur une très bonne base. Alors, parlons justement d'expérience. Vous êtes un ancien employé de la défunte Camer. Oui. Alors, quand vous faites un peu une étude comparative, qu'est-ce qui a manqué à la Camerco pour qu'elle ne puisse pas peut-être répondre aux différentes attentes des Camerounais? La première chose, je vous l'ai dit, c'était l'application du décret présidentiel. Si ce décret avait été appliqué convenablement, on n'aurait pas de soucis aujourd'hui. Maintenant que ce décret n'a pas été appliqué, bien des expériences sont allées ailleurs pour offrir leurs services. Et à ce moment, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui n'ont pas cette qualité, cette expérience. On démarre par une entreprise, une compagnie aérienne de niveau 1, avec des gens qu'on recrute, quel que soit leur background, et qui n'ont pas eu cette expérience à la base. Voilà d'où part le problème. Mais maintenant, je pense, à mon humble avis, que dans la tripartite, le gouvernement, à travers le président Paul Biya, est le financier unique. Donc quand il met de l'argent, il sait pourquoi il le met, mais il faut qu'on l'applique sur le terrain. C'est cette petite application-là qui a souvent fait défaut. Alors, mais maintenant, vous, le ministre des Transports qui procédait à l'installation du directeur général adjoint a fait mention, il a un peu critiqué le comportement salarial dans cette entreprise. Alors, est-ce qu'en tant que syndicaliste, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'il y a un manque de fonds? Est-ce que cette structure ne dispose pas d'assez de fonds pour prendre véritablement en charge son personnel? Mais si je comprends bien, le ministre des Transports a fustigé le fait qu'il y ait ce décalage entre les salaires. Certainement les salaires des expatriés par rapport à ceux des Camerounais. Quant aux Camerounais, nous sommes en train de préparer, de renouveler la convention collective qui va faire qu'un dirigeant ne vienne pas dire « toi je te donne 200 francs, l'autre 500 francs ». Parce que la première est obsolète. Et si le ministre l'a fustigé, il a ses raisons. Et l'État a ses raisons. L'État de dire que arrêtez. Il a même dit que s'il était aujourd'hui capable d'être directeur général de Camerco, par exemple, et qu'on lui propose 1 million de salaire, il n'allait pas accepter. Bon, est-ce qu'on également peut parler des aéronefs chinois, 4 au total? Cela puisse quand même susciter des réels espoirs pour l'envol de la Camerco. Il me semble que c'est 2. 2 avions chinois, oui, et deux Boeing. Mais comment se fait-il qu'on a semblé voir que certains cadres, comme dans ce reportage, boudent cette offre chinoise? Pourquoi?
C'est une erreur. C'est ne pas comprendre. Expliquez-nous. Le président de la République, je vais le dire, est le patron de la Camerco. Ça, vous l'avez déjà dit. Et quand il prend une décision, quel que soit celui qui a nommé à la place, il attend l'outil de production. Mais certains responsables de la Camerco disaient qu'ils n'avaient pas été associés dans ce dossier, du moins ceux qui sont beaucoup plus des experts techniques qui n'avaient pas été associés. Non, les experts techniques, lesquels? Les experts techniques de Camerco ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été associés. Vous croyez que le président de la République, quand il se déplace pour aller signer, prendre un engagement, il a des experts avec lui. Ce n'est pas lui parce qu'il a vu un avion qui est beau, qui décide. Il amène des experts. Et quand il a déjà donc arrêté, ceux des experts qui sont dans la maison Camerco attendent cet outil pour le viabiliser. Parce que ces outils, s'ils arrivent, il y aura de l'emploi. Il y aura un surcoût de recrutement. Par exemple, les ex-agents Camer qui ont une maîtrise avérée, ils trouveront certainement la place pour être recrutés cette fois-ci où l'État a pris en main la responsabilité de mettre les pendules à l'heure. Alors, René Bernard Ekedi, croyez-vous sincèrement que la Camerco ait vraiment sa chance sous le ciel fortement concurrentiel, restons rien que pour le cadre du continent africain? Quelles sont ses chances? Camerco a ses chances. Beaucoup de chances d'ailleurs. Le problème, c'est d'être rigoureux au niveau du business plan. Nous disons que si on suit les directives qui ont été données par la tutelle qui représente le président de la République, parce que la tutelle ne vient pas donner des instructions n'importe comment, Camerco volera. Et volera très bien. Mais à partir du moment où on prendra en compte nos pilotes, qui n'étaient pas tout à fait pris en compte, parce que des problèmes de dérèglement, alors qu'ils sont sollicités à l'extérieur. Dès qu'ils partent d'ici, ils sont sollicités. Ils reviendront apporter leur expérience. Il y a la maintenance de nos avions, qui devra certainement trouver une oreille attentive pour que les mécaniciens avions actuellement camerounais et qui ont prouvé par le passé leur expertise, n'êtes pas sans ignorer qu'on a désossé un avion ici, on l'a remonté. Ils sont en chômage parce que cette maintenance se fait à l'extérieur. Il faut tout ramener ici et chacun va apporter du sien. Et nous pensons que aujourd'hui, le gouvernement a compris que nous avons beaucoup crié, nous avons demandé, et aujourd'hui, il est en train de revenir pour que nous travaillions la main dans la main, parce que nous ne sommes pas étrangers. Moi qui vous parle, je suis Camerounais. J'ai fait plus de 28 ans à la Camer. Et si on m'apporte, je ne demande pas à être recruté. Non. Vous souhaitez seulement que ceux qui ont de l'expertise au Cameroun soient recrutés à la Camer? Je voudrais que Camer, c'est notre fierté, comme les lions indomptables. Okay. Que Camer puisse voler normalement, comme toutes les autres compagnies aériennes le font. Voilà, merci René Bernard Ekedi. Il faut rappeler que vous êtes syndicaliste et ancien fonctionnaire à la Camer, la défunte. Je suis syndicaliste, comme je dis, mais aussi, n'oubliez pas que je suis président d'une confédération syndicale, la CET Liberté. Merci, c'est justement à ce titre que nous vous avons convié sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous dis que le collectif des syndicats du transport aérien est prêt à venir ici pour développer cette manière de voir. Eh bien, et nous allons aider le pays. Nous allons aider le pays avec notre petite expérience pour que Camerco prenne son envol. Nous prenons cet engagement. Voilà, merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette édition d'information. Juste après nous, c'est l'émission Regard social. Quant à l'équipe de production de ce journal, cette équipe vous dit merci tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.